Les huîtres sont excellentes à manger, mais un groupe de scientifiques citoyens les cultive pour une raison très différente. La Floride a déversé un demi-million de tonnes de coquilles d'huîtres au large, et ce qui s'est formé à cet endroit a sidéré les chercheurs. Il ne s'agissait ni de modules récifaux soigneusement conçus, ni de matériaux de laboratoire onéreux. C'étaient des rebuts raclés dans les assiettes, collectés derrière les usines de fruits de mer, chargés sur des barges, puis déversés dans le golfe du Mexique près de Cedar Key entre 2007 et 2024. Les détracteurs ont parlé de décharge océanique. Les pêcheurs redoutaient que ces amas de coquilles n'étouffent des habitats fragiles, ne modifient les courants et ne détruisent des zones de pêche dont leur famille dépendait depuis des générations. Même les scientifiques à l'origine du projet anticipaient une régénération lente et incertaine. Au lieu de cela, une étendue de fonds marins sans vie a commencé à se transformer en un écosystème dense et autonome bien plus vite que personne ne l'avait imaginé. Le pari d'un demi-million de tonnes. La Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride a entrepris de collecter les coquilles d'huîtres jetées par les restaurants et les transformateurs de tout l'État. Plus de 500 000 tonnes ont finalement été immergées au large. Il s'agissait d'un déchet ordinaire promis aux décharges faute de réutilisation. Pas de béton, pas d'acier, pas de pierre importée, ni de composite industriel. Le pari tout entier reposait sur une idée simple. Les larves d'huîtres ont besoin de surfaces dures et les eaux côtières abîmées de Floride n'en possédaient plus assez. L'opposition fut immédiate. Des groupes environnementaux alertèrent sur le risque d'asphyxie des organismes vivant sur le fond meuble. Les capitaines du coin redoutaient des perturbations sédimentaires et la disparition de zones de pêche fructueuses. Leurs craintes n'avaient rien d'irrationnel. Les récifs artificiels peuvent échouer et un matériau mal placé risque de provoquer plus de ravages que d'habitat. Pourtant, la commission soutenait que ces coquilles pourraient restaurer quelque chose que le golfe n'était plus capable de reconstruire seul. Dans le pire des cas, on aurait simplement déplacé des déchets. Dans le meilleur, les coquilles relanceraient un cycle écologique brisé. Personne ne s'attendait à ce que la réponse débute en quelques mois. Les coquilles mortes ont commencé à revivre. Lorsque les équipes de surveillance sont revenues environ 18 mois après les premiers dépôts, elles s'attendaient à trouver des monticules envasés et une vie clairsemée. Au lieu de cela, les coquilles étaient déjà colonisées à une vitesse prodigieuse. Les organismes marins proliféraient sur les monticules bien avant que des récifs artificiels classiques ne montrent un développement comparable. Les coquilles ne se comportaient pas comme de simples gravats inertes. Elles agissaient comme de véritables déclencheurs biologiques. La première transformation fut presque invisible. En l'espace de quelques jours, des bactéries se sont propagées sur les surfaces des coquilles et y ont formé des biofilms, de fines communautés organisées qui ont transformé le carbonate de calcium inerte en un micro-habitat fonctionnel. Ces pellicules sont devenues le socle de tout ce qui a suivi. Des diatomées et des microalgues sont arrivées ensuite, vite rejointes par de minuscules crustacés, des larves de mollusques et d'autres brouteurs. Chaque strate générait nourriture et abri pour la suivante. Les coquilles ont aussi modifié la chimie de leur environnement immédiat. Les coquilles d'huîtres sont principalement constituées de carbonate de calcium. En se dissolvant lentement, elles ont libéré du calcium et créé de petites zones alcalines dans l'eau environnante. Ces conditions favorisaient les organismes calcifiants, balanes, vers tubicoles et jeunes huîtres. Le béton ou l'acier offrent une surface d'accroche, mais la coquille d'huître apportait à la fois une structure et une chimie particulière. Elle ne se contentait pas d'abriter la vie, elle contribuait à créer les conditions dont la vie avait besoin. C'est cette différence qui explique pourquoi le processus s'est accéléré si vite. Un fond sableux n'offre presque rien auquel s'agripper, ni surface stable, ni anfractuosité, ni microzones chimiques. Si la vie était absente, ce n'était pas par manque de larves ou de nutriments dans le golfe. Elle était absente parce que le système manquait d'un point de départ. Les coquillages déversés ont fourni cet ingrédient manquant et l'écosystème a commencé à s'assembler tout seul. Au bout de 6 mois, les monticules restaient peu impressionnants vus d'en haut. Ils ressemblaient à de vagues tas éparpillées sur le fond. Pourtant, les prélèvements d'eau et les carottes de sédiments révélaient des biofilms stratifiés, des microalgues et tout un réseau trophique microscopique. Le récif visible n'existait pas encore, mais son échafaudage caché était déjà en place. Tout un récif a commencé à s'édifier. Puis les huîtres sont revenues. Les larves d'huîtres, appelées naissins, dérivent dans l'eau à la recherche d'une surface dure. Elles n'ont qu'un temps très court pour se fixer. Si elles atterrissent sur du sable mou, elles meurent.
Dans un récif en bonne santé, chaque génération se fixe sur les coquilles laissées par les huîtres précédentes. Avec le temps, ces couches bâtissent des structures complexes qui filtrent l'eau, réduisent l'érosion et abritent des centaines d'espèces. Les récifs ostréicoles naturels de Floride avaient été lourdement endommagés par la pêche, la pollution, le dragage et l'aménagement du littoral. Une fois les anciennes plateformes de coquilles disparues, le naissain n'avait plus d'endroit où se fixer. Pas de fixation, pas d'huîtres, et pas d'huîtres, pas de nouvelles coquilles. Le cycle s'était effondré. Les coquilles déposées ont brisé ce goulet d'étranglement. Elles ont été placées là où les courants pouvaient transporter les larves à travers elles, créant des zones de fixation concentrées. Dès la première année, des huîtres juvéniles se sont fixées en nombre qui dépassaient largement les projections. À la deuxième année, beaucoup avaient atteint la maturité et commencé à libérer leurs propres naissins. L'intervention humaine avait fourni les conditions de départ, mais la nature avait pris le relais. À la troisième année, les relevés enregistraient des centaines d'huîtres par mètre cube de coquilles déposées, alors que les zones de fond meubles voisines n'en contenaient quasiment aucune. L'eau, les courants, les larves, tout était identique. La différence décisive, c'était le substrat. À mesure que les huîtres grandissaient et mouraient, leurs coquilles restaient en place, offrant davantage de surface aux nouveaux naissins. Les récifs ont commencé à s'étendre verticalement et horizontalement au-delà des zones de dépôt d'origine. Ce n'étaient plus des tas posés par l'homme. C'étaient des structures vivantes qui se bâtissaient elles-mêmes. Le changement est vite devenu évident pour les pêcheurs. Le capitaine de charter Mike Lenz s'était vivement opposé au projet, avertissant qu'il risquait de ruiner des eaux que sa famille travaillait depuis des décennies. En 2013, il observa de grands bancs d'ombrines se masser autour d'un récif coquillier déjà établi et reconnu qu'il s'était trompé. Son revirement eut un poids réel car il reliait les données scientifiques à l'expérience du terrain. Pêcheurs et chercheurs voyaient enfin le même résultat. Dès que la complexité structurelle se mettait en place, les poissons arrivaient en nombre. Un fond marin nu offre peu d'abri, peu de surface de nourrissage et peu de protection contre les prédateurs. Un récif fournit les trois. Les relevés menés près de Cedar Key firent état d'augmentation spectaculaire de la biomasse des poissons et de la diversité des espèces par rapport aux sites témoins. L'ombrine utilisait l'enchevêtrement de coquilles pour se nourrir et se dissimuler. Le spar se repaissait des organismes qui tapissaient les coquilles. La plie chassait en bordure, tandis que le snook regagnait des eaux où il se faisait plus rare. Les chercheurs cherchèrent aussi à déterminer si les récifs se contentaient d'attirer les poissons des zones voisines ou s'ils en produisaient davantage. Cette distinction est cruciale. Les épaves et les structures en béton ne font souvent que concentrer les populations existantes sans améliorer la survie. Les récifs d'huîtres montraient de fortes quantités de poissons juvéniles grandissant jusqu'à maturité dans un habitat qui n'existait pas auparavant. Les récifs ne se bornaient pas à rassembler la vie marine. Ils créaient les conditions de survie permettant à une vie nouvelle de perdurer. Les effets écologiques se propageaient vers le haut. Crabes, étoiles de mer et pieuvres occupaient les anfractuosités. Les tortues de mer revenaient s'alimenter. Les dauphins chassaient aux abords du récif, là où les concentrations de poissons devenaient régulières. Chaque espèce qui revenait consolidait un peu plus le réseau trophique qui l'entourait. Le récif est devenu bien plus qu'un habitat. Un seul adulte peut filtrer des dizaines de litres d'eau de mer chaque jour. Multiplié par des centaines de milliers d'huîtres, cela devient un immense système d'épuration naturelle. Les récifs éliminaient les particules en suspension, l'excès de nutriments, les bactéries et les eaux de ruissellement, sans électricité, sans machine, sans entretien. La côte du Golfe, en Floride, reçoit de l'azote et du phosphore venus des fermes, des villes et des zones aménagées. Ces nutriments peuvent alimenter des proliférations d'algues toxiques, faire chuter l'oxygène, troubler l'eau et déclencher des hécatombes de poissons. À mesure que les récifs s'étendaient, la clarté de l'eau s'améliorait, les niveaux de nutriments baissaient et l'oxygène dissous augmentait autour des sites. Les bienfaits se sont propagés au-delà des récifs. Une eau plus claire a laissé la lumière du soleil atteindre des zones plus profondes, aidant les herbiers marins à revenir là où l'obscurité les avait chassés. Ces herbiers ont alors stabilisé les sédiments, réduit la turbidité et ouvert la voie à plus de lumière encore. Un cercle vertueux en a enclenché un autre. Les chercheurs ont estimé que reproduire cette filtration par des infrastructures mécaniques coûterait des dizaines de millions de dollars. Au lieu de cela, les coquilles rejetées formaient un réseau de traitement des eaux qui s'étendait et s'améliorait année après année.
D'autres régions commencèrent à s'y intéresser. L'Amba, le Mississippi, la Louisiane ainsi que des projets de restauration dans la baie de New York adoptèrent des programmes de recyclage de coquilles ou de récifs d'huîtres fondés sur le même principe. L'idée plus large prit le nom de conception environnementale circulaire, transformer des déchets en une infrastructure écologique qui restaure les processus naturels plutôt que de simplement imiter un habitat. Mais l'épreuve la plus rude vint d'une force que personne n'avait anticipée. En septembre 2017, l'ouragan Irma frappa la Floride avec des vents destructeurs, des vagues dévastatrices et une onde de tempête massive. Après son passage, les experts constatèrent que les rivages protégés par des récifs d'huîtres restaurés avaient subi une érosion nettement moins sévère que les zones non protégées situées à proximité. La structure irrégulière et poreuse des récifs avait absorbé et dispersé l'énergie des vagues avant qu'elles n'atteignent la terre. Contrairement aux digues, les récifs ne commençaient pas à s'affaiblir le jour de leur installation. Le béton se fissure, l'acier se corrode, les enrochements se déplacent. Les récifs d'huîtres, eux, peuvent s'auto-réparer. La perturbation causée par la tempête expose des surfaces fraîches, les larves s'y fixent, et les nouvelles générations ajoutent hauteur et complexité. Un mur anti-mer atteint sa résistance maximale le premier jour. Un récif vivant, lui, se renforce avec le temps. Les ingénieurs ont estimé que les récifs avaient évité des millions de dollars de dégâts matériels pendant Irma, un chiffre qui égale presque le coût total de la restauration. Ce qui avait débuté comme un projet de conservation contesté s'était mué en véritable défense côtière. Au début des années 2020, les récifs les plus anciens s'étaient étendus bien au-delà de leur empreinte d'origine, et ce sans le moindre apport supplémentaire de coquillages. Chaque génération s'installait, arrivait à maturité, mourait et laissait derrière elle un peu plus de structure. Les amas grossiers du départ étaient devenus des habitats complexes creusés de crêtes verticales, de surplombs, de cavités et de surfaces imbriquées exploitées par différentes espèces. Les chercheurs ont aussi découvert que ces récifs denses d'huîtres pouvaient stocker du carbone organique dans les coquilles et les sédiments alentours, ajoutant une vertu climatique à leur rôle dans la reconquête des habitats, la filtration de l'eau et la protection du trait de côte. La biodiversité des sites matures a commencé à tutoyer celle que l'on observe sur les récifs calcaires naturels. Les tortues sont revenues, les dauphins sont venus chasser, les poissons se sont reproduits, et les huîtres ont continué de rebâtir les structures qui les abritent. L'intervention humaine s'est arrêtée, mais l'écosystème, lui, a continué d'avancer, porté par son propre élan biologique. Un demi-million de tonnes de déchets de restaurants sont devenus un récif, une nurserie, un filtre à eau, un rempart contre les tempêtes et une infrastructure côtière vivante. Les coquilles n'ont pas simplement attiré la vie marine, elles ont relancé les processus qui permettent à cette vie de se reproduire, de se déployer et de durer. En 2007, les détracteurs y voyaient un déversement irresponsable. Au début des années 2020, les chercheurs observaient un écosystème autonome, capable de croître pendant des décennies, peut-être davantage. Chaque huître ajoutait sa coquille. Chaque coquille créait un habitat. Chaque nouvelle portion filtrait davantage d'eau, protégeait davantage de rivages et abritait davantage d'espèces. On avait rendu au golfe un ingrédient manquant et la nature avait fait le reste. Ce qui ressemblait à un tas de coquilles abandonnées est devenu la preuve que restaurer ne signifie pas toujours contrôler la nature. Parfois, l'intervention consiste simplement à restituer les fondations que l'activité humaine a retirées et à laisser la vie se reconstruire elle-même. Et regardez ce qui a surgi.